De retour sur le plateau de KNF, et oui, votre quotidienne tous les jours, midi, 18h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe. Et bien sûr, on se rapproche de la nature. Et oui, et souvenez-vous, je vous avais dit qu'effectivement, nous pouvions faire pousser en pot des tomates, des fruits, des légumes. C'est possible, même en appartement, mais vous ne m'aviez pas cru. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réinvité mon professionnel. J'ai l'honneur de recevoir Sidney Canoufet. Eh ben ça va, nous là, nous cachambé comme on dit. Et ça me fait plaisir de te recevoir, ça va toujours. C'est bon, le confinement ne t'a pas trop affaibli, tu as pu continuer à faire ton activité? J'ai envie de dire, c'est un peu comme la nature, le confinement m'a renforcé. Ah oui? Eh bien oui, parce que du coup, j'ai eu plus de temps pour mon jardin, plus de temps pour m'occuper de mes plantes. Et ça a dû pousser. Maintenant, tu dois avoir, je ne sais pas combien de fruits, de légumes, de tout. Ben, alors j'ai commencé par me concentrer déjà sur ce que j'avais, Ouais. mais effectivement, oui, la collection grandit petit à petit. Excellent. Donc déjà, petite question, on va revenir sur ce que j'ai dit en intro. Est-ce que c'est vrai que quelqu'un en appartement, en balcon, peut faire pousser ses fruits et ses légumes? Tout à fait. En réalité, on n'y pense pas toujours, mais en fait, on n'a pas tous la place pour planter dans un jardin. Et même dans un jardin, on peut ne pas avoir un jardin qui fait 1 hectare. Exact. On a énormément de variétés d'arbres fruitiers en Guadeloupe. Et donc malheureusement, on ne peut pas avoir tous nos arbres fruitiers dans le jardin ou effectivement, quand on est en appartement, on ne peut pas du tout en planter en terre. Donc l'astuce, c'est effectivement de pouvoir planter nos arbres fruitiers en pot. Ouais. Oui, ça fonctionne. C'est fou! Petite astuce que je vais donner plus tard. Mais effectivement, oui, ça fonctionne, c'est possible. Et il ne faut pas hésiter parce qu'en réalité, un espace, c'est quelque chose que je dis souvent, Ouais. un espace en pleine terre où on peut planter 10 arbres fruitiers, 10 arbres fruitiers Ouais. en pleine terre, En pleine terre, peut ouais. accueillir 50 arbres fruitiers en pot. Donc, Là, on est passé en mode mathématique. Et c'est fou! Ah, d'accord. voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. D'accord. Et quelle est l'astuce justement pour pouvoir planter? Et surtout pourquoi ça pousse? Est-ce qu'il faut mettre au soleil? Est-ce qu'il faut mettre près du vent? Est-ce qu'il faut mettre... Que faut-il faire? Où chercher ces graines qu'il faut planter? On peut aller chez n'importe qui? Est-ce que le pot doit être grand, petit, moyen? Moi, je veux tout savoir. Attends. Vas-y. Ben, alors, un coup de com'. Fais-toi plaisir. Comment faire? Venir à mes ateliers pour apprendre, tout simplement. Exactement. Mais en réalité, effectivement, on peut choisir différentes tailles de pots déjà, Ouais. parce que c'est la base, savoir quelle taille de pot avoir en fonction de l'arbre fruitier aussi. Ouais. Il y a des pots qui sont plus profonds, des pots qui sont plus larges, etc. Ça passe aussi par la taille de l'arbre fruitier, donc il faut savoir tailler de temps en temps pour avoir un arbre qui reste quand même à hauteur humaine, j'ai envie de dire, pour récolter ses fruits. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Pareil au niveau du substrat, donc le mélange de terre qu'il va y avoir dans le pot, puisqu'il ne suffit pas de remplir de terre du jardin, ou parfois il faut mélanger justement avec du terreau, du sable, du gravier. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut mélanger pour fabriquer son substrat. Ah, du sable. On Par parle exemple, genre sur une plage? Non. Non? Non. Alors on ne va Non. pas sur les plages récupérer le sable, on ne va pas à la rivière récupérer le sable, on l'achète. Surtout, n'allez pas sur les chantiers récupérer. Non, parce que moi j'allais descendre à Non, rivière non. Sens et j'allais prendre du sable, et le sable de la plage. Et puis, Alors, dans je mon pot. ne vais pas nommer toutes les marques avec lesquelles, enfin les magasins avec lesquels je travaille, mais Ouais. du coup, effectivement, j'achète moi le sable en sac. Tout simplement, sable, gravier, gravillon, donc voilà, tout simplement, qui est produit en Guadeloupe, bien Mais sûr. quand tu dis ne pas acheter, c'est-à-dire que c'est pour ne pas Ne toucher pas à nos aller plages? récupérer, Ah, on peut en acheter, Oui, mais voilà, il quand faut... tu dis acheter, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les récupérer? C'est Alors, pour ne pas toucher à nos plages? Légalement, on n'a pas le droit D'accord, d'aller vraiment, récupérer du sable, et du sable, des cailloux dans la forêt. Ouais. C'est-à-dire que si tu récupères une poignée, c'est pas bien grave. Ouais. Mais lorsque ça devient des quantités où tu vas avec ta pelle et ton seau, Bien sûr. si 50 familles font ça, au bout d'un moment, Il y a plus de sable. ça va être un petit peu compliqué. On va zigzaguer dans les trous lorsqu'on ira se baigner, on va rien comprendre. Ok, Voilà. donc acheter, donc c'est d'aussi bonne qualité en achetant en magasin. Oui, en magasin, parce qu'en D'accord. fait, on a des producteurs, j'ai envie de dire, en Guadeloupe. Même si, bon, parfois, il y a des petites choses qui font que les entreprises peuvent fonctionner un peu moins bien. Parfois, il y a des blocages, il y a plein de choses qui se passent. Ouais, on ne sait jamais. Donc, voilà. Mais de manière générale, il faut savoir qu'on a de très, très bons produits en Guadeloupe. On peut fabriquer notre gravier, nos gravillons en Guadeloupe. C'est de très, très bonne qualité. On n'a pas de problème à ce niveau-là. problème à ce niveau-là. Voilà. C'est excellent. Alors, quels sont les bons engrais justement? Parce que là, tu en as donné pas mal. Donc, sable, gravier, terreau et terre. Parce que moi, je pensais qu'avec de la terre Alors- seulement, ça fonctionnait. Alors, c'est bien que tu parles d'engrais parce qu'en fait, lorsqu'on va utiliser du sable, du gravier, des Ouais. choses comme ça, ou du calcaire par exemple, Ouais. c'est ce qu'on va appeler des amendements.
et pas des engrais. Et ce qu'on va appeler engrais, ça va être autre chose. Alors, c'est très rapide la distinction. Ouais. Les amendements sont là pour améliorer la structure du sol, donc pour améliorer en fait le sol, la fertilité du sol. D'accord. Donc, on va nourrir le sol en fait. Ah, c'est bien. Alors que les engrais ne vont pas nourrir le sol, ils vont nourrir directement la plante. Donc, c'est vraiment une solution nutritive qu'on va apporter, enfin pas forcément en solution, ça peut être des granulés, mais ça va être vraiment pour nourrir la plante, alors que les amendements vont nourrir le sol. Alors, quels sont les amendements? Alors, les amendements, il y en a plein. On peut faire le compost, par exemple. Le compost, effectivement, va nourrir le sol, la vie du sol. Et plus votre sol va être riche, et forcément, plus la plante ensuite va bénéficier de la richesse du sol. Ok, voilà. d'accord. C'est très… franchement, il m'apprend des trucs, c'est fou. Et donc, les engrais, quels sont les engrais, je dirais, utiles et efficaces? Alors moi, j'achète aussi, du coup, parce que c'est vrai que parfois on est tenté de vouloir faire soi-même. Sauf que lorsqu'on fait, on ne connaît pas véritablement les proportions, parce que bon, on va parler un petit peu scientifique, mais il y a des éléments chimiques qui sont contenus dans les engrais. Chimique ne veut pas forcément dire que c'est mauvais, parce que les réactions dans le corps sont des réactions chimiques. Exactement. Pourtant, le corps, il n'est pas… Il fonctionne. Donc, il y a ce qu'on appelle effectivement les solutions chimiques naturelles et les solutions chimiques de synthèse. C'est là où il faut faire la distinction. Mais effectivement, les éléments chimiques, donc l'azote, le phosphore, le potassium, le fer, le zinc, le calcium, tout ce dont nous aussi on a besoin, va être présent aussi notamment dans le compost, va être présent dans les engrais qu'on achète, voilà. Et lorsqu'on fabrique nous-mêmes, par exemple, notre compost, ou qu'on va vouloir récupérer des choses, par exemple les peaux de banane pour avoir du potassium, les coquilles d'œufs pour avoir du calcium, des choses comme ça, on ne va pas forcément connaître la proportion de ces éléments chimiques dans ce qu'on utilise. Lorsqu'on va acheter des engrais, qu'ils soient chimiques de synthèse ou chimiques, mais naturels, notamment le cacapoule, entre guillemets, j'appelle ça comme ça, mais il y a des produits que moi j'achète aussi en magasin en sac, qui sont en fait, ce sont des fientes de volaille, donc qui sont séchées, compactées, c'est déjà décomposé, hein, donc c'est décomposé, séché et compacté, qu'on achète sous forme de granulés, donc c'est 100% naturel, utilisable en agriculture bio. Et en fait, là, parce il y a des tests qui sont faits dessus, on a la proportion des éléments chimiques, donc on sait exactement ce qu'on met dans la plante. C'est excellent. Donc nous, Guadeloupéens, forcément, vous aurez le réflexe de dire « mais non, mais cacapoule, on répond ça à côté chez le voisin ». Mais bien sûr, on pense à tous nos Caribéens qui habitent en France. C'est une technique parce qu'il n'y a pas des poules qui prennent le métro comme nous. Et c'est plus compliqué. Et j'ai envie de dire autre chose. Quand on récupère le cacapoule, comme on dit, quand on a des poules autour de chez soi, c'est pas toujours une bonne chose de les récupérer et de les mettre fraîchement, entre guillemets, dans le pot ou dans la terre. Quand c'est dans la nature, ce n'est pas un problème puisqu'il y a tous les éléments nutritifs, il y a tous les agents de décomposition de la matière organique qui sont là, les bactéries, les champignons, les insectes, qui sont là justement pour pouvoir travailler, travailler tout ça. Dans le pot, parfois, lorsqu'on utilise en grande quantité le cacapoule, il peut y avoir des agents pathogènes présents dedans. Donc, même la bouse de vache, les déjections de cochon, etc., peu importe, il faut éviter de les récupérer fraîchement et de les utiliser tout de suite. Mieux vaut attendre que ça se décompose un peu avant de les utiliser pour éviter quand même d'abîmer ces plantes. Exactement. Donc, n'allez pas faire fraîchement. J'aime bien le terme du fraîchement. Quand c'est tout frais, non. Laissez sécher tout et après, voilà. Excellent. Justement, parlons de décomposition. Que peut-on mettre dans un compost et que ne doit-on pas mettre dans un compost? Alors, en réalité, dès que c'est organique, c'est-à-dire dès que c'est les aliments qu'on va consommer, végétal ou animal, techniquement, on peut les utiliser dans le compost. Après, je recommande plutôt d'utiliser surtout le végétal, donc les pelures de fruits, de légumes, etc., les coquilles d'œufs, même les bâtons d'allumettes, par exemple, on peut mettre dedans des feuilles mortes. Les bâtons d'allumettes? Oui, parce qu'en fait, le bâton d'allumette, effectivement, c'est du bois, donc ça va se décomposer. Et en fait, il va y avoir de la partie qu'on a craquée, on va dire. Il y a des éléments chimiques aussi, comme le soufre, des choses comme ça, qui vont aussi être intéressantes pour les plantes. C'est fou, je jetais les bâtons d'allumettes. Donc, on peut aussi les mettre dans le compost, les coquilles d'œufs, même la plaquette en fait. Ça m'étonne aussi les coquilles d'œufs. On peut mettre dedans, il n'y a pas de problème, oui. Ça apporte du calcium. Et en fait, alors c'est mieux de les concasser un petit peu, comme ça se décompose beaucoup plus facilement et puis ça se mélange au compost. Il y a autre chose, les plaquettes d'œufs en fait, qui sont c'est une espèce de carton recyclé. On peut aussi s'en servir dans le compost parce qu'il ne faut pas mettre uniquement du verre, entre guillemets, il faut aussi mettre du carton
pour alterner effectivement matière azotée et matière carbonée. Donc, voilà. Il est excellent, cet homme est excellent. Voilà. Là, on voit cet agrume qui, franchement, moi au début, je croyais que c'était un citron. Tu m'as dit Oui. non. Ça, c'est énorme. Est-ce que c'est toi qui l'as planté? Est-ce que c'est toi qui l'as récolté? Ou est-ce que c'est un cadeau? Alors, j'en ai à la maison, effectivement, que j'ai planté. Celui-là, c'est un cadeau. C'est un ami qui me l'a offert, un ami de Martinique qui s'appelle Abdoul et qui produit effectivement pas mal de fruits et légumes. Alors, juste pour terminer rapidement sur le compost, je disais qu'on peut rajouter donc tout ce qui est matière organique. Je conseille par contre d'éviter de rajouter tout ce qui est aliment animal, donc les os de poulet, les restes de viande, des choses comme ça. Parce les arêtes de poisson? Les arêtes de poisson, ouais, mieux vaut éviter quand même parce que ça va apporter autre chose. Parfois, on va avoir des vers et ça va aussi parfois attirer les rongeurs, donc les rats, des choses comme ça. Donc si on veut éviter d'en avoir dans le compost, mieux vaut éviter l'animal et garder un peu plus le végétal. Ok, en tout cas, tu nous as appris pas mal parce que je ne savais pas que le bois d'allumette, on pouvait le mettre. C'est génial. Voilà. Ouais, dès ce soir, je reprends tout. Je mets ça dans le compost. Et pour l'agrume qu'on a vu tout à l'heure, alors c'est un agrume, ce n'est pas un citron, ça s'approche un peu plus, on va dire, de l'orange, le pamplemousse. C'est sucré, c'est très doux, donc on n'a pas le côté acidulé vraiment du citron, ni le côté parfois un petit peu amer du pamplemousse, c'est vraiment très très doux. Et ça s'appelle la poire du commandeur. La poire du commandeur, voilà. Juste à l'écran. Voilà, et tout ça, ça a été créé, mais c'est ça, sans ajouter quoi que ce soit. C'est totalement naturel. Ce sont des variétés. Pour les agrumes, on a énormément de variétés qui existent. Alors initialement, je pense qu'il n'y en avait pas énormément. Hein. De ce que j'ai pu lire et des recherches que j'ai faites, il y avait peut-être 3 ou 4, voire 5 peut-être variétés d'agrumes, dont la moitié a disparu aujourd'hui. Mais ce sont les croisements en fait qui ont donné toutes les variétés d'agrumes qu'on a aujourd'hui. Excellent. Mais on a énormément de variétés, donc c'est vrai que c'est compliqué d'en faire entrer parce que forcément maintenant avec la maladie qu'il y a eu au niveau des agrumes, on ne peut pas tellement faire rentrer ou sortir facilement de variétés. Mais on a déjà pas mal de choses présentes sur le territoire. Justement, quelles sont les maladies que nos plantes peuvent attraper? Alors, il faudrait qu'on refasse une émission. Parce qu'il y en a, on vient de trouver le prochain thème de l'émission. Les maladies et comment les soigner. Il y en a pas mal. Parce qu'en fait, on parle de maladies, mais en réalité, il y a des problèmes, les maladies fongiques, donc les champignons. Mais il y a aussi les maladies qui sont transmises par des insectes, notamment le citrus greening, la CHLB, qui est transmis par un insecte, donc le psylle. Donc ça peut être pas mal de petites choses. Quand on voit qu'il y a des taches noires sur les goyaviers par exemple, ça s'appelle de la fumagine, c'est un champignon qui se développe sur les feuilles. Sous les feuilles, on peut avoir parfois des cochenilles ou des pucerons, qui sont d'ailleurs les responsables de la fumagine. Donc il y a pas mal de petites choses qu'on peut retrouver sur les arbres fruitiers et sur les plantes de manière générale. On peut s'en débarrasser facilement ou il faut couper carrément? Les solutions sont parfois assez simples, c'est juste qu'on ne les connaît pas toujours. Mais comme je disais, mieux vaut qu'on fasse une émission là-dessus parce que ça va être. Il n'y a pas de souci, pas mal. Mais moi, tu sais que moi, on peut en faire 15 000. Et eux, je suis sûr qu'ils sont chauds. Déjà là, tu les as teasés, mais comme jamais, justement. Aujourd'hui, tu aimes travailler. Ça, c'est quoi exact? Parce que là, je suis sûr qu'ils se posaient la question. On voit des fruits sur un arbre, on se dit ça vient pas de la Guadeloupe. Sur le tronc. Et sur le tronc, voilà. Alors, et on se dit, on a ça ici. Oui, en tout cas moi j'en ai. Oui, bien sûr, mais toi je pense que tu as des trucs que personne n'a. Vous pouvez aussi en retrouver, je pense, chez d'autres personnes. Alors, ça s'appelle le jaboticaba. D'accord. Le jaboticaba, c'est un fruit qu'on appelle aussi la vigne du Brésil parce qu'en fait, c'est un fruit qu'on trouve en Amérique latine qui ressemble à du raisin. Le fruit ressemble à du raisin, sauf qu'il pousse sur le tronc de l'arbre. Donc, c'est un arbre qui est cauliflore. Donc, les fleurs et les fruits poussent sur le tronc, exactement comme le cacao. Effectivement, les fruits poussent sur le tronc. Donc le jaboticaba, il y a en général, il y a 1 à 3 graines dans le fruit. Il y a une pulpe qui est un peu sucrée. Je trouve que ça me rappelle un petit peu le corosol en termes de texture, mais aussi le goût et la texture du caïmite. Excellent. Donc voilà, mais c'est un petit peu plus acidulé. Ah ouais, là il donne faim. Vous verrez tout à l'heure, il y aura aussi la pomme d'eau, il y aura tout. Franchement, il nous a ramené des petites images. Tu es dendrologue. Tout à fait. Qu'est-ce que la dendrologie? Alors la dendrologie, en fait, c'est tout ce qui est culture, recherche et développement autour des arbres de manière générale. Donc les plantes qui contiennent du bois. Dendro, qui vient en fait de l'écorce, donc de la partie lignifiée, donc c'est le bois en fait de la plante. Donc effectivement, c'est tout ce qui est, comme je disais, culture, recherche et développement autour des arbres. Moi, ma spécialité, c'est l'arboriculture fruitière. Donc je me spécialise plutôt sur les arbres fruitiers. Et qu'est-ce que tu aimes tu aimes bien travailler avec quel type de fruits? Alors, les fruits tropicaux et subtropicaux. Donc, tropicaux qu'on va retrouver dans les zones qui sont
généralement chaudes toute l'année. Et subtropicales, ce sont les zones en fait, comme en Amérique latine, où on va avoir effectivement des périodes qui sont plus fraîches que d'autres. Ouais. Donc, par exemple, nous, en général, la température ne descend pas tellement en journée, en dessous de 23-24 degrés en journée. En général, je suis gentil. Tu n'es jamais venu à Saint-Claude, toi? En mois de janvier. Même à Saint-Claude, pendant la journée, il fait quand même. Pendant la journée, oui. Il fait assez chaud quand même. Ouais. Les zones, ce que je veux dire, c'est que les Après, zones. en Guadeloupe, il fait chaud tout le temps. Tu sais, notre 10 degrés, c'est pas le 10 degrés de la France en même temps. Oui, mais c'est une zone tropicale Ouais, quand même. exact. Les zones subtropicales, la température peut descendre à 10 degrés et même en dessous de 10 degrés en pleine journée. Ok. Donc effectivement, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, à la Soufrière, quand on monte, oui, il fait plus frais, mais c'est parce qu'on est en altitude. Exact. Ce sont des choses qu'on va retrouver, par exemple, à La Réunion ou en Amérique latine. Effectivement, on va avoir cette amplitude thermique, donc la différence entre la température la plus haute et la température la plus basse, qui va favoriser la floraison de certains arbres, comme le litchi, par exemple. Exactement. On se pose souvent la question. Mais justement, est-ce qu'on peut ressusciter un pied de litchi? Lorsqu'il est mort ou est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Alors, s'il est mort, oui, Ouais. il est mort. Il est mort. Il ne peut pas Ressusciter, non. ressusciter le troisième jour, ça n'existe pas. Ok. Mais non, s'il est S'il n'a plus porté depuis, je vais dire 5 ans. s'il n'a pas porté, ça veut dire qu'il n'a pas de fruits, mais ça ne veut pas dire qu'il est mort. Il est dans le coma. C'est deux choses différentes. Parce qu'un arbre qui ne porte pas n'est pas un arbre qui est mort. D'accord. Donc c'est deux choses Vous différentes. voyez comme il est pro sur les mots. Oui, mais c'est pour ça c'est que je l'ai. important. C'est pour ça que pour moi, mort, on ne peut pas ressusciter. Si on est mort, Ok. Donc s'il ne porte pas Scientifiquement, hein. depuis quelques années, est-ce qu'il y a moyen de le faire reporter? oui, c'est un petit peu compliqué parfois parce que comme je le disais, c'est l'amplitude thermique qui va D'accord. permettre à un arbre fruitier au litchi particulièrement, c'est l'amplitude thermique qui va permettre à l'arbre de fleurir. D'autres arbres, ce sera plutôt le stress hydrique, donc le fait qu'il y ait une période avec une forte sécheresse marquée et ensuite une abondance d'eau. Ça va favoriser donc la floraison, puisque la sève va recommencer à circuler d'un coup et engendrer ce qu'on appelle induire la floraison. Ok. Par contre, effectivement, l'amplitude thermique, ça dépend du climat. Donc il faut absolument qu'il y ait des nuits très très fraîches Ouais. et des journées plutôt chaudes. Ce Ok. qui arrive un peu plus rarement en ce moment, un peu plus souvent sur Saint-Claude, puisque effectivement là-bas l'amplitude thermique est plus forte. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle les litchis portent plus facilement là-bas qu'en grande terre. Mais c'est une question d'amplitude thermique et pas une question de magico-religieux. Ah, de Parce les maisons, qu'on il a entend- ressuscité. Non, mais j'entends souvent des gens qui me disent ah, litchi, ça capotait tous les 5 ans. Ouais. Mais pas du tout en fait. C'est pas une question d'année, parce que l'arbre n'a pas un chronomètre en se disant ah ben ça fait 5 ans, faut que je porte. Excellent. Mais justement, voilà. on entend souvent ça, le magico-religieux. On entend aussi la lune. Est-ce que vraiment la lune fonctionne sur les arbres, sur nos plantes? La lune a des effets. Pourquoi? De la même manière que le soleil a des effets. En fait, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Ouais. quand le soleil et la Terre s'éloignent par rapport à la rotation, parce qu'en fait, ce n'est pas une rotation qui est toute ronde, en fait, c'est une ellipse, comme on dit, donc la rotation est un peu ovale. Ouais. Donc il y a une partie de l'année où en fait la Terre et le Soleil en fait vont s'éloigner. De la même manière que la Terre et le Soleil vont s'éloigner, Ouais. la Lune qui est donc un satellite et qui tourne autour de la Terre, elle aussi par rapport à l'attraction du Soleil va un petit peu s'éloigner aussi de la Terre. D'accord. Donc à certains moments de l'année, quand la Lune va s'éloigner de la Terre en fonction de nous, ce qu'on voit effectivement n'est pas forcément en relation, mais quand on dit ah la Lune est pleine, la Lune est ceci, c'est pas forcément par rapport à son éloignement, Ouais. c'est juste par rapport à sa position, par rapport à là où on est et là où le Soleil se trouve. Ok. Mais en fait, quand la Lune va s'éloigner un petit peu de la Terre en même temps que le Soleil, la Lune en fait a des effets sur les eaux. Et donc, le fait de s'éloigner, elle va tirer l'eau vers le haut. Et c'est cette période justement de l'année où on va avoir une période très sèche parce qu'il y a beaucoup d'évaporation. Mais la sève aussi des arbres va remonter dans les... Donc voilà, donc c'est plein de petites choses comme ça. Ok. Que finalement, souvent, on associe au magico-religieux, alors C'est que ça. c'est limite scientifique. Mais c'est Et scientifique au final. Après, ça justement, veut- tu parlais d'ateliers. Est-ce que tu enseignes tout ça à tes ateliers? Oui, alors j'organise des ateliers maintenant un peu plus régulièrement, qu'on peut retrouver donc sur ma page Instagram, que vous verrez d'ailleurs s'afficher. Il connaît très bien l'unité. Ça me fait tellement plaisir quand les invités arrivent. Ouais, vous verrez, à la fin de l'émission, il va claquer des doigts et puis tout va C'est s'afficher. ça. Sinon, il y a mon numéro de téléphone de Ouais. toutes les façons également, qui est aussi d'ailleurs Ok. sur. On peut me contacter par email, donc sur ma page Instagram. Et en fait, j'organise des ateliers de temps en temps, un peu plus régulièrement maintenant, puisqu'avant Ouais. c'était disponible que pendant les grandes vacances, juillet, août. Ok. Et maintenant, j'en fais aussi pendant l'année. D'ailleurs, juillet, août est pas loin, donc. Ça a deux pas. Et on sera Voilà. déconfiné tranquillement, pépère. Mais donc oui, ça ira. voilà.
Et donc les ateliers se passent aux Abîmes pour le Ok. moment. Je peux très bien m'organiser aussi pour avoir d'autres. Il faudrait juste que je trouve d'autres lieux. Ouais. Mais je fais aussi des ateliers ailleurs sur la culture des arbres fruitiers en pot. Je fais aussi de l'accompagnement pour les agriculteurs qui cherchent à se lancer dans la création de vergers. Ok. Parce qu'en fait, planter un arbre, c'est facile. Mais lorsqu'il s'agit de le faire à grande échelle, ça ne s'improvise pas parce qu'il y a une distance de plantation, il y a un plan de fumure, donc un plan effectivement de fertilisation des sols. Il y a une façon de tailler les arbres, de récolter les fruits, etc., etc. Et puis une manière aussi peut-être d'associer, parce qu'en fait deux arbres qui ont le même type de ravageurs, Ouais. c'est pas forcément une bonne idée de les mettre l'un à côté de l'autre. Parfois, il faut aussi savoir quel arbre a quel ravageur, pouvoir les séparer de manière à ce que si un arbre a un problème, que tous les autres ne soient pas atteints par la maladie ou le souci. Donc, c'est des petites choses comme ça qui se font. Ouais. Donc voilà, donc je fais de l'accompagnement pour les agriculteurs, mais, donc les particuliers et les professionnels qui veulent créer des vergers, et les ateliers donc pour les particuliers qui veulent avoir leurs arbres fruitiers en pot, parce que comme je disais, c'est possible. D'ailleurs, on verra notre arbre fruitier tout à l'heure en photo, qui est pas mal chargé de fleurs et de fruits. Ah, Voilà. ça c'est la saison en plus. Oui. Ça, c'est vraiment, ça c'est une de mes saisons préférées. Franchement, en plus ça rafraîchit, Donc- il fait beau, il fait chaud. C'est un arbre fruitier, comme vous voyez, qui est en Et pot. qui est en pot. Qui est en pot, juste Voilà. devant chez moi, tout simplement, et rempli de fleurs. C'est un jamalac. Alors, Ah. je l'appelle jamalac parce qu'en fait, c'est son nom dans son pays d'origine, on Ouais. va dire, en Malaisie. Et en fait, c'est une variété de pomme malacca Ok. qu'on ne trouve pas communément, on va dire, en Guadeloupe, parce qu'on a plutôt la petite malacca rouge, on Voilà. va dire, et un peu rose parfois pour certains, enfin voilà. Et celle-là, en fait, c'est une variété qui est beaucoup plus grosse et qui reste verte, même à maturité. Excellent. Et Voilà. c'est toujours aussi sucré, c'est toujours Mais aussi. justement, celle-là est beaucoup plus sucrée que l'autre. C'est vrai. Ouais, beaucoup plus sucrée que l'autre. Ok. Qui souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, c'est un fruit qui est un petit peu insignifiant, c'est pas très sucré, c'est un petit goût acre. » Ben, celle-là n'est pas du tout acre. Voilà, voici la malacca justement qu'on a Exactement. ici. Donc, certains l'appellent pomme d'eau aussi, mais bon, il y a pas mal d'appellations entre Ouais. la Grande Terre, la Basse Terre, la Guadeloupe, la Martinique. Voilà. Moi, j'appelle celle-là donc la pomme malacca. Et l'autre qui est beaucoup plus grosse, que j'appelle, donc pas celle-là, ça c'est pareil, c'est une variété de pomme malacca, mais il y en a une autre qui est beaucoup plus Oui, grosse là- avec une graine à l'intérieur, Exactement. qui est spongieuse, alors Ouais. que celle-là est croquante. L'autre est spongieuse et en fait, elle va, on l'appelle aussi parfois malacca divin, en Martinique surtout, Ouais. on l'appelle malacca divin si je ne me trompe pas, ou alors pomme d'eau, tout Pomme de- simplement. Exact. Et l'arbre d'ailleurs, lorsqu'il rentre en floraison, ben, offre un spectacle magnifique. Parce Franchement, on qu'en dirait fait, de la peinture. D'ailleurs, le sol, on va ouais. vous passer la petite image, mais tout Ouais. le sol est beau. tout le Regardez-moi sol ça. autour de l'arbre, quand il y a eu une floraison, les pistils, en fait, les étamines vont tomber après au sol Ouais. et vont faire un tapis rose au pied de l'arbre. Donc les gens qui en ont à proximité de chez eux ou chez eux connaissent bien ce spectacle qu'on voit au moment de la floraison. C'est vraiment magnifique puisqu'on on couleur aurait vraiment naturelle. dit de la peinture. Ouais. C'est fou, alors que c'est naturel. C'est la nature qui s'amuse. Et c'est la différence entre la pomme malacca et la pomme d'eau, parce qu'en fait, la pomme malacca, les fleurs sont blanches, on l'a Ouais. vu sur la vidéo tout à l'heure, et là, pour la pomme d'eau, les pétales sont roses. Donc Excellent. voilà, les étamines sont roses. Tu nous donnes envie de planter. En tout cas, là encore, on vient de faire une émission où on a trouvé déjà les 4 prochains thèmes de son passage. Mais là, si on veut te poser des questions, si on veut te contacter, si on veut peut-être s'inscrire pour les futurs ateliers qui auront lieu bien sûr après le confinement, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as Instagram? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Vas-y, donne tout. Oui, alors mon Instagram, que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, donc Alejandro, Alejandro, oui, C'est ça, j'étais fan de Zorro quand il était petit. caviar vert. Donc, Caviar vous pouvez taper caviar vert tout simplement, vous trouverez, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mon numéro de téléphone donc, qui va s'afficher également, donc Qui le s'affiche, 06 voilà. 90 08 56 54. Donc vous pouvez me joindre effectivement à ce numéro. J'organise aussi des petites manifestations, en ce moment pas tellement, Ouais. mais j'organise aussi des petites manifestations ou alors je co-organise ou participe à des manifestations autour des plantes et des arbres fruitiers notamment. Il y a eu cette année par exemple et l'année dernière, donc cette année c'était la 2e édition, Ouais. la fête de la surette qu'on appelle Ouais. Assirette Papétette. Ah, Sirette Papétette. Voilà. On salue avec, Résilience. exactement, avec Fiona. Et, Fiona, je t'attends sur le plateau. et je participe avec elle chaque année. J'ai récupéré pas mal de surettes d'ailleurs cette année. Et Ouais. D'ailleurs, pareil, on a la photo d'un arbre
que je suis allé plumer, comme on dit. Ah, mais ça, c'est délicieux. Franchement, c'est excellent. Tous ces petits fruits là qui sont magnifiques, l'arbre était chargé de fruits. Et en réalité, oui, la surette, on peut faire énormément de choses avec. On a fait des confitures, on a fait des sirops, on a fait de… Alors, j'ai fait du sorbet avec. J'ai ma collègue qui a fait des tourments d'amour, Manroro qui fait des huiles aussi, qui fait des vinaigres. On a même, comment s'appelle-t-elle, Jasmina Legros. Donc, oui, bien sûr. Voilà. Qui a fait effectivement un savon aussi, qui avait développé un petit savon avec justement la feuille de la surette parce qu'il y a aussi des propriétés, voilà. Mais vraiment, toutes ces personnes sont à suivre sur les réseaux. Oui. Vous tapez résilience avec un Z 971 sur Instagram, Jasmina Legros. Oui, Just What You Need. Just What You Need sur Instagram, encore une fois, ce sont de jeunes entrepreneuses. Elles travaillent pour la Guadeloupe, ça c'est excellent. Là, il faut que je les réinvite. Ça me fait penser. On s'appelle invitation, émission, population. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Et toi, on se revoit très vite pour les maladies de nos plantes et comment les soigner. On n'oublie pas. Merci encore une fois et à très très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Nous, on se dit aussi à très très vite. Juste le temps, bien sûr, pour moi de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, même les chaussures. Mais pour ça, il faut descendre à Basse-Terre quand le confinement sera terminé. Je parle bien de l'écrin. Je vous donne donc rendez-vous demain sur la chaîne 23. Et oui, de votre satellite. À demain.